CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CIC et vous. On se retrouve pour notre 5e épisode consacré à la cybercriminalité qui portera sur pourquoi porter plainte et les questions-réponses posées par nos intervenants durant le live. Alors pourquoi déposer plainte ? Ça à cheval sur les deux volets, que ce soit sur l'escroquerie ou sur le volet cyberattaque. Déposer plainte, c'est faire prendre connaissance déjà au service de police et à la justice que vous avez été victime. Être victime, ça permet aussi de faire réparer son préjudice, mais c'est surtout communiquer des informations qui vont permettre, des indices qui vont permettre de remonter vers les criminels qui sont derrière l'attaque, que ce soit une escroquerie ou une cyberattaque. Le criminel va laisser des traces et notre objectif à nous, police judiciaire, c'est de remonter ces traces pour identifier l'auteur, le ou les auteurs, savoir où ils sont et essayer justement de les identifier et de faire le maximum pour les trouver. Donc le dépôt de plainte, pour revenir rapidement dessus, sur les circonstances, alors ça ne doit pas être bloquant évidemment, mais il faut que la personne qui dépose plainte pour le compte de sa société soit habilitée à la représenter, avoir un CABIS, c'est mieux. Voilà, tout ça évidemment c'est du théorique. Si ces éléments-là ne peuvent pas être réunis en urgence, le dépôt de plainte pourra quand même être pris, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Que les gens ne se disent pas il me manque tel pouvoir pour déposer plainte, donc je ne vais pas déposer plainte. Au pire, le dépôt de plainte peut être fait plus tard. L'essentiel, c'est au moins de communiquer à un service de police, dans le cadre d'une audition, l'ensemble des éléments qui vont permettre de remonter la trace en urgence des escrocs ou du cyberattaquant. Et pour nous, par le biais de l'IBAN, en fait, du bénéficiaire des fonds, c'est vrai que nous allons pouvoir aussi intervenir pour bloquer ces IBAN. Et puis, de la même façon, vous allez pouvoir intervenir, puisqu'en fait, c'est une trace quand même importante qu'ils laissent avec leurs coordonnées bancaires. Alors, ce qui nous intéresse pour l'enquête, c'est des éléments très concrets. C'est sur une escroquerie, évidemment, l'IBAN va être primordial parce que c'est le point de destination des fonds, donc le premier point sur lequel on va travailler pour essayer de les récupérer. Mais après, il y a d'autres éléments. Ça va être s'il y a des échanges de mails, l'adresse IP qui a servi à transmettre l'email. Donc, quelle est l'adresse IP de l'escroc ? Si c'est un numéro de téléphone, là encore, transmettre le numéro pour que nous, on puisse remonter. Je reviens après à ce qui a été évoqué au début de la présentation. Vous êtes face à une cybercriminalité qui est organisée, qui est internationale. Évidemment, l'escroc ne va pas appeler avec son numéro de téléphone personnel. Il va courir ses traces. Il va avoir recours à des plateformes de communication par Internet qui vont lui permettre de brouiller et de rendre difficile de remonter sa trace au niveau téléphonie. Voilà, donc tous ces leviers-là sont utilisés. Et dans le cadre, par exemple, des rançongiciels, l'autre levier qui est utilisé, c'est le paiement en Bitcoin. Là, ça ne sera pas en tout cas en crypto-monnaie, mais ça ne sera pas un compte bancaire qu'on va devoir remonter, ça sera de la crypto-monnaie. Là encore, c'est déjà difficile parfois de remonter les flux bancaires au niveau international. Alors au niveau des crypto-monnaies, là, on s'oppose même au sens même de ce type de ce type de monnaie. Donc voilà, il faut avoir en tête que ça reste compliqué, d'où l'urgence d'intervenir très rapidement. Mais ça se fait sur les crypto-monnaies et les services de police et de gendarmerie font des saisies en crypto-monnaie, en bitcoin. Donc bien entendu, encore une fois, on a affaire à une délinquance astucieuse qui est particulièrement au fait des nouvelles technologies et des capacités, tu le rappelais Antoine, d'utiliser des moyens pour couvrir leurs traces, pour cacher leur numéro de téléphone, mais aussi pour utiliser les dernières technologies pour la partie blanchiment d'argent. Juste pour conclure quand même là-dessus, déposer plainte, quel que soit le cadre. Alors pour l'escroquerie, évidemment, ça va être évident. Quand on est victime de plusieurs milliers d'euros, les gens vont le faire. Et même pour les tentatives, parce que ça nous donne des informations aussi pour pouvoir prévenir d'autres fraudes. Ouais, absolument. Et les rançongiciels, on en a parlé au fil de l'eau. La plainte, il faut la faire également, même si on a payé, même si les services de l'État conseillent de ne pas payer, il faut déposer plainte avec les éléments. Ça permet de rapprocher des auteurs d'une attaque avec ceux d'une autre attaque, qui sont parfois les mêmes. Une victime il peut y avoir plusieurs victimes d'un même groupe. Donc déposer plainte, ça permet de faire ces rapprochements-là entre différentes attaques. Vous trouverez beaucoup de ressources sur le site internet de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, notamment sur la partie rançongiciel. Cette menace étant tellement préoccupante qu'en septembre l'année dernière,
l'agence a édité un guide justement pour lutter contre ces rançongiciels. D'une part, pour se préparer, se prémunir du risque. Et puis, dans un deuxième temps, malheureusement, si on est victime, comment agir et réagir de manière efficace. La première des mesures concernant les rançongiciels, on va être dans un état dans lequel on a perdu son système d'information, on n'a plus nos informations. Le premier réflexe, en fait, c'est d'effectuer des sauvegardes, et des sauvegardes qui soient débranchées, déconnectées du système d'information, puisqu'en fait, on arrive aujourd'hui à une sophistication des virus rançongiciels qui sont tellement performants qu'ils arrivent à identifier les serveurs de sauvegarde et à crypter ces sauvegardes. Donc avoir sur un disque dur amovible, déconnecté du réseau, les informations vitales de l'entreprise, c'est bien entendu la règle numéro 1. Je vous laisserai parcourir ce guide et sachez que les services de l'État, sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes, sont là pour vous accompagner aux côtés des acteurs du quotidien que sont les banques également. Merci beaucoup. En complément de l'adresse email, des points de contact, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone il sera communiqué. Une petite question. Après une cyberattaque, quelles sont les méthodes utilisées pour effectuer une nouvelle fraude ? Est-ce qu'il y a des redondances ou d'autres scénarios qui se mettent dans d'autres scénarios ? Alors, si on n'a pas appris de ces erreurs, je vais dire, il y a strictement aucune nouveauté. Ça va recommencer en fait. Donc si, le commissaire Dufour il a bien expliqué, on a des attaques qui sont à visée du système d'information, c'est-à-dire qu'on va attaquer le système d'information. D'autres attaques où on utilise le système d'information pour porter préjudice à l'entreprise en collectant des informations, soit en OSINT, soit sur les réseaux sociaux, soit en pénétrant le système pour récupérer l'information. Mais dans les deux cas, si on n'a pas appris de ses erreurs et si on n'a pas durci son système d'information, malheureusement, la foudre tombera toujours au même endroit. Donc, apprendre de ses erreurs et faire du rétex, qui est une des opérations très importantes suite à une attaque cyber, quelle qu'elle soit. Une petite précision pour le volet escroquerie. Alors, ça arrive d'avoir quelquefois ce cas-là. Une fois que la victime a pris conscience qu'elle était donc victime d'une escroquerie, les escrocs la recontactent pour se faire passer parfois pour un avocat spécialiste en recouvrement de fonds à l'étranger, donc moyennant le paiement de quelques euros, c'est souvent 3 000 ou 4 000 euros, ça passe inaperçu, mais ça permet à l'escroc de reprendre 3 000 euros dans sa poche, et il se présente comme un spécialiste pour aider à recouvrer les fonds à l'étranger. Merci. Une autre question. Quelles informations ne surtout pas communiquer sur les réseaux sociaux ? Alors, il faut trouver le bon équilibre entre la communication externe d'une société et le besoin réel de communiquer. Est-ce que transmettre des organigrammes sur Internet avec toute la structure de la société, jusque dans un détail qui va trop loin, sur la structure du service comptable ou autre, est-ce que c'est opportun ? La réponse pour moi est non. Évidemment, alors après chacun communique en personnel sur LinkedIn, sur tous ces éléments-là, tous ces sites pour mettre en avant des profils professionnels pour le recrutement ou pour la communication. Bon, moins on en dit, mieux on se porte, mais non, ce qu'il faut proscrire, c'est le détail, c'est les organigrammes détaillés, les numéros de téléphone aussi qui vont trop loin sur les répertoires téléphoniques. Des présentations PowerPoint, parfois qu'on retrouve très facilement. Vous tapez PPT sur Google, vous trouvez que en fait, des sociétés mettent en source libre des PowerPoint internes avec presque les stratégies de l'entreprise sur certains vecteurs. Donc voilà, de faire attention à ce qu'on communique sur les sources ouvertes, et même parfois on pense que c'est uniquement interne à l'entreprise et ça ne l'est pas. Et puis être discret sur les opérations en cours aussi. C'est bien de promouvoir son entreprise sur des actions qu'elle mène, sur des contrats, des choses comme ça, mais point trop d'infos. Voilà. Un exemple concret peut-être là-dessus, juste pour reboucler, une société du BTP qui a obtenu un marché public avec une collectivité publique qui donc a publié sur son site internet l'ensemble du marché obtenu, à quoi il correspondait, le montant, ainsi de suite.
Ni une ni deux, les escrocs, par leur veille Internet, se sont rendus compte de ça. Ils ont contacté la collectivité publique au niveau du comptable public et ils ont indiqué qu'il fallait changer les coordonnées fournisseurs donc, de cette société du BTP. Et la collectivité publique s'est fait escroquer de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, de mémoire, je crois que c'est une petite commune, donc ça restait quand même relativement important. Donc effectivement, d'être vigilant sur ces aspects-là. Merci. 2 autres petites questions. En dehors de la fraude au président et au virement, y a-t-il des nouveaux scénarios qui apparaissent? Sur purement de la fraude au virement, non. On voit des déclinaisons, mais on reste vraiment sur ces typologies. C'en est même assez étonnant puisque la fraude au président a plus de 10 ans. Donc on voit intervenir beaucoup plus de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil, différents intervenants, mêler l'appel téléphonique à du mail avec des adresses mail qui sont légèrement modifiées en fait. Donc c'est plutôt un mélange de genres, on va dire, plutôt que réellement de nouvelles typologies de fraude, en tout cas pour la partie faux virement. Alors, il y a un volet cyclique aussi. On fait des interventions pour sensibiliser les sociétés. Donc, il y a une prise de conscience aussi. Donc, parfois, un scénario comme le président va plus marcher pendant certains temps. Donc, les escrocs s'adaptent, ils changent leur histoire, ils vont raconter notre histoire. Le plus pernicieux aujourd'hui, ça reste quand même le volet fournisseur. On en a parlé avec le changement de coordonnées bancaires. Parce que là, entre le délai de prise de conscience de l'escroquerie et l'ensemble des virements qui vont être réalisés, là, il peut s'écouler plusieurs mois. C'est celui-là qui est le plus pernicieux aujourd'hui, mais c'est cyclique. On pensait que le président, on n'en aurait plus. Et paradoxalement, on en voit encore aujourd'hui. Des sociétés qui ont été victimes du président, on les retrouve quelques années après, elles se font avoir sur le changement de coordonnées fournisseurs. Voilà. C'est parce qu'on s'est fait avoir une fois qu'on ne se fera pas avoir une deuxième fois. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette veille sur ces thématiques, de sensibiliser de manière régulière ses collaborateurs sur l'importance de sécuriser les virements et de respecter les process internes. On voit apparaître de nouveaux scénarios là, alors qui ne sont pas sur l'aspect virement, mais qui sont sur la partie extorsion de fonds. C'est tout ce qui va concerner la conformité au RGPD. On vous appelle et puis on vous dit, écoutez, on était voir sur votre site internet, c'est pas conforme. Donc, soit vous payez tout de suite l'amende, parce qu'on se fait passer pour des forces de l'ordre, soit vous payez tout de suite l'amende, soit ça sera majoré, etc. etc. Et bien entendu, c'est absolument faux. Il n'y a aucune démarche de ce type-là. Et ça, c'est des choses qu'on voit apparaître depuis quelques semaines, quelques mois. Et ça me donne l'occasion de parler d'un dernier détail, la partie RGPD. Quand on a un rançongiciel, en fait, très souvent, avant la phase de chiffrement, enfin de cryptage des informations, il y a une phase d'exfiltration d'informations et on vous vole des informations personnelles qui sont vendues au marché noir sur le dark web et qui peuvent aussi être utilisées pour renforcer le schéma d'extorsion de fonds en vous menaçant de publier, de rendre public ces données personnelles. Et donc là, vous tombez dans le coup du RGPD. Donc les escrocs ne manquent malheureusement pas d'imagination. Merci beaucoup. Élodie, peut-être, quelle est la probabilité de récupérer les fonds à l'international? Alors, tout va dépendre de la réactivité. C'est vraiment la clé. Malheureusement, il n'y a pas de règle. Je dirais qu'il faut se rendre compte dans l'heure ou dans les quelques heures qui suivent que l'on a été victime d'une fraude, pour qu'il y ait une possibilité, que l'on puisse imaginer qu'un recall va être possible. Enfin, le recall, lui, il est tenté, mais que le retour de fonds sera effectif. Tout dépend aussi de la destination. Et au niveau coopération internationale, il y a des destinations côté, enfin je ne vais pas parler pour vous, mais que l'on arrive à, entre guillemets, un peu mieux travailler parce qu'il y a un peu plus de coopération. Il ne faut pas penser que si le virement est un virement SEPA et que l'on reste en Europe, c'est si aisé que ça de récupérer les fonds. Bien sûr, en France, c'est probablement un virement qui part en France est un petit peu plus facile parce que nous allons pouvoir nous appeler banquier. La police va pouvoir aussi agir en local. On reste en franco-français, c'est parfois un petit peu plus facile, mais encore une fois, c'est cette réactivité de quelques heures qui permettra ce retour de fonds. Merci. Une dernière question. À qui signaler les tentatives de fraude FOVI? À la banque et à la police ou la gendarmerie, selon la zone de compétence. Mais de toute façon, que ce soit en police ou en gendarmerie, c'est la même chose. C'est signalé au service de police
pour qu'on puisse déclencher l'assistance et l'enquête, puisque vous l'avez compris, l'urgence pour nous, c'est récupérer vos fonds dans les délais qui nous sont impartis. Plus on est loin, plus c'est difficile et plus l'enquête va être compliquée derrière. Donc l'objectif, c'est récupérer les fonds en urgence. Le deuxième objectif, c'est de mener une enquête. C'est dérouler une enquête à l'international, contacter les services européens en coopération policière et judiciaire pour avoir ces éléments. Voilà. Et en cas de tentative, pour nous, c'est toujours nous enrichir aussi de tous les scénarios imaginés. Et puis avoir récupéré en cas de tentative, si en plus vous avez les coordonnées bancaires, effectivement on va pouvoir aussi agir. Donc on compte aussi sur vous en cas de tentative pour nous remonter. Merci de nous avoir écoutés, c'était le 5e et dernier épisode de la série sur la cybercriminalité. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur nos plateformes YouTube et SoundCloud.